Vous me voyez venir avec mes gros sabots? C'est encore une vidéo où la mère Opaline va encore râler et taper sur les livres jeunes adultes. Pas que j'aime taper sur ce type de collection, bon si parfois j'avoue c'est rigolo, mais j'estime que ce qui est proposé et valorisé auprès d'un public en construction se doit d'être un minimum bien fichu afin de lui permettre de développer un bon sens critique et une vision de notre société à peu près sensée. C'est une vidéo que j'avais envie de vous proposer depuis plusieurs années et les livres sur lesquels je me suis basée pour la construire font toujours un tabac, que ce soit sur BookTok ou sur BookTube qui sont là des vieux de la vieille. Je me suis dit que ce serait toujours aussi pertinent de vouloir alerter. Ouais, tout de suite les grands mots. Venons-en au sujet principal de cette vidéo, comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit du traitement de la maladie dans les romances jeunes adultes. Ah, vaste sujet. Et vaste sujet rentable puisque les 3 livres sur lesquels je me suis basée ont tous été adaptés au cinéma et ont eu leur petit succès. Il faut savoir que les livres que je vais vous présenter, je les ai lus il y a plusieurs années, donc j'ai quand même oublié les détails de chacune des histoires. Par contre, j'ai bien retenu les grandes lignes. Comme d'habitude, mon objectif dans cette vidéo n'est pas de taper sur les lecteurs, hein, vous lisez bien ce que vous voulez, mais mon but est d'aborder un sujet en particulier et ici, je dirais même l'absence totale de traitement du sujet. La vidéo ne pourra pas être exhaustive sur l'ensemble des livres jeunes adultes comportant une romance et abordant la thématique de la maladie, hein, j'ai pas pu tous les lire, mais elle va se baser sur les livres suivants. Nos étoiles contraires de John Green, qui raconte l'histoire de 2 jeunes, une qui va avoir un cancer, je crois, des glandes de la thyroïde, et un autre qui a un cancer des os en rémission. Ils se rencontrent dans le cadre de groupes de soutien et groupes de parole destinés aux jeunes malades, et évidemment une romance va se construire entre ces 2 personnages-là. Le deuxième livre sur lequel je me suis basée pour construire cette vidéo, il s'agit de 5 Feet Support de Raquel Lippincott, qui raconte l'histoire de 2 jeunes adolescents qui sont tous les 2 atteints de la mucoviscidose, qui sont hospitalisés et donc vont se rencontrer dans un milieu hospitalier et vont évoluer tout autour de leur maladie, et évidemment une histoire d'amour se construit, hein, sinon ils ne feraient pas partie de cette sélection. Et enfin, dernier livre, il s'agit de Everything, Everything de Nicola Yoon, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, jeune adolescente, hein, pareil, qui est atteinte de ce qu'on appelle la maladie des enfants bulles, qui est donc un syndrome en fait d'immunodéficience profonde. Ça veut dire que vous n'avez quasiment pas de défense immunitaire et donc un simple rhume peut vous tuer, hein, tout simplement. Et cette jeune fille donc habite avec sa mère, elle a un étage de la maison qui est stérilisé, en tout cas adapté à sa condition médicale, et elle va avoir un nouveau voisin, elle peut voir sa chambre de la sienne, et elle va évidemment avoir une attirance pour ce nouveau voisin. L'histoire se construit autour de cette impossibilité de se rencontrer. Rapport au fait que s'il s'approche, globalement elle peut mourir quoi. Je sais que d'autres livres sont sortis après ces derniers traitant de la maladie chez les jeunes adultes, voire sont sortis en même temps et traitant plutôt bien le sujet. Mais je les ai pas lus et j'ai volontairement choisi ces 3-là, bon déjà parce que je les ai lus, mais surtout parce qu'ils ont en commun d'avoir été des best-sellers à l'époque de leur sortie et le sont toujours, rapport au fait que même sur BookTok, ils sont toujours aussi populaires et autant recommandés. Ils ont été adaptés en film et ont donc eu une audience très large en termes d'histoire et de diffusion des messages. Ils mettent également en avant des romances et enfin ils utilisent la maladie comme arc narratif principal. Parler de la maladie dans les livres n'est jamais un sujet très évident et pour cause, parler de maladie c'est très sérieux et ça mérite d'être traité correctement. Et dans le cas de ces livres, si je râle, vous vous doutez bien que ça n'a pas été le cas. La maladie, c'est malheureusement un sujet qui me touche de très près puisque j'ai malheureusement perdu mon père d'un cancer du cerveau. J'ai donc eu le malheur de la côtoyer de très très près et la voir romantisée, et vous en doutez, c'est pas ma came. Allez, c'est parti, que les choses commencent pour aborder le cœur du sujet de cette vidéo. Comme je vous le disais, j'ai choisi de lire ces livres qui m'attiraient pas forcément avant de côtoyer la maladie et qui m'ont encore plus irritée après, parce qu'ils traitaient de la maladie comme arc narratif principal. Et surtout, cet arc narratif permet aux auteurs de déployer en réalité le reste de leur histoire et des réels messages qu'ils ont voulu faire passer. Et par le reste de leur histoire, j'entends bien sûr une romance. Concrètement, dans chacun de ces livres, la maladie n'est pas réellement abordée, mais permet de donner une intensité dramatique à la romance qui va se jouer entre les différents personnages. Dans Everything, Everything, on joue sur l'impossibilité des 2 intérêts amoureux de se rencontrer et de se toucher en chair et en os, au risque du décès imminent de l'un d'entre eux. Rapport au fait que le personnage principal féminin ne peut vivre et survivre que dans un environnement médical stérile. La maladie, cette sale emmerdeuse, est donc l'ennemi à abattre pour que la romance puisse un jour se dérouler. C'est un peu un Roméo et Juliette de la charge virale, tu vois. D'un côté, les Capulet version défense immunitaire fatiguée, et de l'autre, les Montaigu avec une charge virale létale.
Si elles se mélangent, ça tourne mal. Dans Nos étoiles contraires, pas de bol, cette fois-ci nos deux tourtereaux ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête. On sait donc que ça va forcément mal finir et que l'histoire d'amour se soldera par un cœur brisé, au sens propre comme au figuré, je suis drôle, un décès et des larmes. Et dans Five Feet Apart, bah c'est le bingo. Ils sont tous les deux atteints d'une maladie incurable qui réduit leur espérance de vie à court terme, et en plus ils ont l'impossibilité de se rapprocher. Leur histoire d'amour est aussi contrariée que Darmanin quand on lui demande de pas confondre femme et agression sexuelle. Bah c'est la merde. Dans tous les cas, ces histoires sont plus ou moins condamnées à cause de la maladie. Ce qui va par conséquent rendre plus tragique et intense la romance à venir. Elle pousse donc l'ensemble des personnages à avoir des actions qui sont non seulement absolument pas réalistes vis-à-vis de la réalité d'une maladie, mais aussi assez extrêmes et donc romanesques pour vouloir faire bondir le cœur du lecteur et développer surtout leur intérêt pour le reste de l'histoire. Même si j'avoue que dans mon cas, mon intention première c'était surtout de projeter mon livre contre le mur, mais ça, chacun son truc. En substance, tous vont à un moment donné essayer de se barrer de leur pays, de leur état ou de leur environnement médical, comme on sortirait d'un moulin pour vivre l'intensité de leur histoire d'amour ailleurs. Et oublier leur maladie. Comme si c'était possible d'oublier de telles maladies. Attention, petit spoiler pour l'un des livres de cette liste, je te préviens, je vais mettre une petite pastille, tu peux couper le son dès maintenant, je retirerai la pastille une fois que le spoiler sera terminé. Pour info, le petit spoiler il concerne principalement le livre Everything Everything. Dans ce livre, la maladie est carrément fictive, car c'est la mère qui a inventé cette maladie pour protéger sa fille, puisqu'elle a eu une maladie petite ou un petit truc, elle a eu tellement peur pour elle qu'elle a peur qu'elle meure en fait, tout simplement. Bah là, on voit à quel point la maladie est vraiment utilisée comme un arc narratif, mais du début jusqu'à la fin, par l'auteur pour créer des rebondissements et jamais vraiment parler de la maladie en elle-même. Tout ceci me pousse donc à aborder le point suivant, la vision absolument pas réaliste de la maladie et du quotidien d'un malade. Et je pense que ce que je vais vous dire maintenant, ça s'applique à l'ensemble des maladies qui sont représentées dans les livres que j'ai lus pour réaliser cette vidéo. Tout d'abord, la recherche de l'amour comme priorité numéro 1. Je suis navrée de l'apprendre à tous les romantiques de France et de Navarre, mais quand on est atteint d'une maladie incurable, notre priorité numéro 1 n'est pas nécessairement de trouver l'amour de notre vie, mais au mieux de trouver une cure, au pire, une forme de normalité et de tranquillité. Je vous prie donc de croire qu'entre la possibilité d'être sauvé de sa maladie et de déclarer son amour inconditionnel à Jean-Kévin, une personne malade va vite choisir d'envoyer l'amour de sa vie sur les roses. Elle ne prendra donc certainement pas le risque, entre deux chapitres, de sortir d'une zone stérile, de changer d'état ou de s'éloigner de toute supervision médicale, quelle qu'elle soit. De même, la représentation de la maladie qui est faite dans les livres est loin d'être réaliste. On nous en parle en général pour quelques occasions bien spécifiques. Au début du récit, pour poser le contexte et présenter les contraintes qu'elle pourrait poser dans le cadre du développement d'une relation amoureuse. Lors de moments dramatiques pour développer l'intensité et montrer à quel point elle peut perturber l'histoire d'amour qui se déroule entre les personnages. Exemple en vrac, le retour du cancer qui était en phase de rémission, infections diverses qui vont contrarier une sortie, le rendez-vous amoureux qui tourne court car l'un des deux se sent mal, ou alors inquiétude maximale car l'un des deux personnages ne donne plus de nouvelles à l'autre. L'un des livres de cette sélection pousse même le vice à imaginer les personnages en train de se mettre en situation de jeu de rôle sur une cérémonie funèbre en imaginant ce qu'ils pourraient bien dire de l'autre une fois qu'il aura disparu, et je vous le donne en 1000, évidemment ça arrive. Pourquoi ? Bah pour faire verser sa larme au lecteur. Personnellement, je trouve le procédé scénaristique aussi puant que les glandes anales de mon chat quand on sait ce qu'est la réalité d'une maladie incurable et la détresse que ça provoque chez un malade, ses proches, qui ont tout sauf envie de penser à la mort de la personne. Et enfin, on en parle à la fin du récit, soit pour le bouquet final de la relation qui se solde par le décès de l'un des deux personnages, ou bien pour parler d'une guérison miraculeuse qui donnera de l'espoir au lecteur. Mais toujours pas de cohérence avec la réalité médicale, ça non. Le reste du récit s'articulera principalement autour des réflexions amoureuses de nos deux personnages et de leur amour naissant. Entre les deux, on n'abordera pas nécessairement les réalités du quotidien d'un malade, qui ne consiste malheureusement pas à partir à Amsterdam sur un coup de tête, sinon ce serait vachement plus sympa. Alors, je me doute bien que la recherche de l'amour et de la construction d'une relation amoureuse sont des thématiques qui sont importantes et normales chez les adolescents qui grandissent, puisque ça fait partie de leur environnement, d'autant plus chez des adolescents qui vont être malades, mais je ne trouve pas qu'il soit justifié de romantiser et de gommer les réalités d'une maladie pour autant. Et quand je vous parle de romantisation, je pèse mes mots. Je vous disais plutôt que la maladie était un arc narratif pour donner de l'intensité à la romance, tout simplement parce qu'on va piocher chez elle juste ce qui nous plaît ou nous arrange. Les risques pour la relation amoureuse, le décès potentiel d'un des personnages et l'urgence de créer et développer la relation.
en gommant en réalité ce qui en est le quotidien. Et ce quotidien, malheureusement, il est loin d'être romantique et il comprend pêle-mêle, attention, la liste est longue, des douleurs physiques variées, je vais pas vous en faire une liste bien précise parce que malheureusement, l'intensité et la variété des symptômes dépend forcément de la maladie de la personne, qu'elle soit visible ou invisible d'ailleurs. Une détresse psychologique intense, qu'il s'agisse de dépression, d'idées suicidaires ou encore de troubles de l'anxiété sévères, de la solitude, des visites quasi quotidiennes ou quotidiennes de soignants à domicile ou bien l'inverse, des déplacements quotidiens ou quasi quotidiens auprès des hôpitaux ou de structures médicalisées, des hospitalisations plus ou moins longues selon les maladies, des analyses, des soins, souvent l'incapacité d'effectuer des tâches du quotidien en parfaite autonomie, adapter tout son quotidien en fonction de la maladie, qu'il s'agisse de votre logement, de votre alimentation, de vos études, de votre boulot, de vos loisirs, de vos sorties ou même de votre hygiène personnelle, de la colère, de la tristesse, de la frustration, une invisibilisation des souffrances et souvent un sentiment de dégoût et d'humiliation en fonction de toutes les choses par lesquelles on est amené à traverser au quotidien. La liste est encore très longue, elle est vraiment pas exhaustive, mais voilà, ça c'est la réalité de malade. Une maladie grave comme celle présentée dans ces livres comprennent de nombreuses contraintes qui bloquent le malade au quotidien, mais qui engagent également autour de lui énormément de personnes. Il peut s'agir des aidants, que ce soit la famille proche, la famille ou des amis, les soignants, les aides de vie à la personne, parce que forcément si vous êtes hospitalisé à la maison par exemple, il y a tout un tas de personnes que vous allez voir défiler tous les jours, et ça peut aussi être du personnel social, ça peut être des éducateurs qui viennent à domicile, ça peut être du personnel social qui vous aide dans vos démarches parce que vous êtes bien seul et vous avez tout un tas de paperasse à remplir. Bref, toutes ces personnes-là, on les voit pas forcément dans ces livres. Et en parlant de vision faussée de la maladie qui est représentée dans ces livres, ce que je remarque et qui n'est malheureusement pas représentatif de la réalité, c'est que l'environnement des personnages de nos livres, alors qu'ils sont des adolescents, ont quand même un environnement et des personnes proches qui sont très soutenantes. Et surtout, financièrement hyper stable, ce qui permet aux personnages en fait de maintenir un quotidien comme celui, on va dire, de pas mal d'adolescents normaux aux États-Unis. De même, les personnages qui sont représentés dans ces livres sont là encore pas représentatifs de la majorité des malades puisqu'ils sont relativement valides. Alors quand j'entends valides, je veux dire qu'ils sont capables d'effectuer leurs tâches du quotidien sans trop de peine et que ça bouleverse pas trop leurs habitudes. Dans certaines maladies et dans beaucoup, vous allez avoir l'impossibilité de rester debout très longtemps, de marcher, de parler et de sortir comme vous le voudriez. Ils ne semblent pas non plus vivre le sentiment de rejet ou de changement de rapport qu'aura leur entourage vis-à-vis d'eux dans la maladie et les contraintes qu'elle impose aussi à ce fameux entourage. En réalité, dans la maladie, rien n'est simple et il n'est absolument pas possible de sortir d'un hôpital sans supervision, d'avoir la complicité d'infirmières à domicile ou dans un hôpital pour se barrer alors que nos contraintes médicales font que c'est impossible, ou alors vraiment les personnes sont pas capables de faire leur boulot décemment, visiblement c'est ça. Il n'est pas non plus possible de prendre l'avion sans autorité parentale ou de changer de pays pour simplement rencontrer un auteur. Alors oui, ce sont des livres, oui, ce sont des fictions, mais je pense que même si on peut prendre des libertés avec la réalité, encore une fois j'insiste sur le fait qu'il n'est pas possible de le faire en gommant l'essentiel, voire la quasi-totalité de ce qu'est la réalité d'une maladie, et malheureusement c'est ce qui est fait dans ces livres. Alors, pourquoi les auteurs ne s'embarrassent-ils pas de faire une représentation réelle des maladies dans ces livres, vous me demanderez. Ou pas, mais en tout cas moi, je me suis posé la question et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. Est-ce qu'ils ne se documentent pas assez parce qu'ils ont oublié de le faire? Personnellement, je pense à une raison bien plus simple et bien plus logique, tout simplement parce qu'ils n'écrivent pas pour les malades. Leur cible, ce sont les valides et les personnes bien portantes qui vont se sentir inspirées et rassurées par ces histoires souvent bancales. Pourquoi est-ce qu'on insiste autant sur le drame contenu dans ces histoires? Tout simplement pour montrer que la vie est courte et fragile et qu'il faut en profiter avec intensité avant qu'il ne soit trop tard. Qu'il faut suivre ses rêves, ses envies et déclarer sa flamme à Jonathan de 4ème B avant que la maladie ne nous guette et ne nous tue. Alors tu m'excuseras John Green, mais c'est bien plus facile à prendre comme recul quand notre seule préoccupation du moment, c'est de réussir son DS de maths et de camoufler son appareil dentaire sur la prochaine photo de classe. Pareil quand on est riche, blanc et valide et qu'on n'a pas pris la peine de faire des recherches et une représentation un poil cohérente d'une maladie comme le cancer. En réalité, ces livres viennent renforcer la position des personnes valides et bien portantes dans leur position de privilégiés, sans vraiment les amener à se questionner sur la réalité de ces maladies et des handicaps visibles ou invisibles qu'elles peuvent générer. En gommant la réalité de ces maladies, on vient générer du sensationnalisme qui joue sur les émotions à court terme du lecteur. On veut le faire pleurer, l'émouvoir et l'inspirer sur le dos des malades sans jamais les représenter. Le but, c'est de produire une histoire qui va marquer le lecteur pour ce qu'il aura ressenti lui, sans forcément le pousser à aller plus loin que la perception de son propre sentiment. Pire, on le pousse à s'identifier aux malades dans la représentation faussée qui est faite de leur maladie, en le poussant à se questionner sur « Et moi, à leur place, qu'est-ce que j'aurais fait ?» Alors que la bonne question à poser demeure « Comment est-ce que je pourrais faire pour contribuer à aider ?» Au-delà de leur réalité, on ne cherche pas à éduquer le lecteur sur les réalités de la
maladie et leurs contraintes, mais à les en détourner en les encourageant à se replier sur leurs propres sentiments. On les pousse à s'éloigner de cette réalité qui n'est pas aussi romantique que celle que l'on voudrait nous montrer. Et voilà, vous connaissez désormais mon avis pas forcément très favorable sur les romances qui utilisent la maladie comme un arc narratif principal, particulièrement quand elles le font pas très bien. Comme je vous le disais en début de vidéo, je suis parfaitement consciente que d'autres livres sont sortis plus récemment, que j'ai vu passer et qui, j'ai cru le comprendre, traitaient mieux du sujet. Et c'est tant mieux, là encore. Malheureusement, l'arc de la maladie est souvent utilisé pour ajouter de l'intensité à un récit, développer la personnalité des personnages et limite les faire exister qu'à travers ça. Malheureusement, c'est un arc narratif qui peut être détourné et utilisé pour d'autres sujets comme le viol. On a l'habitude de voir des personnages féminins dont on veut développer la profondeur en utilisant un passé traumatique comme celui du viol. Dans tous les cas, franchement, c'est de la merde. Auteurs et autrices, j'espère que vous vous inspirez de cette modeste vidéo pour, je l'espère, ne pas reproduire ça dans vos futurs récits. Alors, je prétends pas que ma vidéo va influencer la terre entière, mais si jamais je peux planter une petite graine, je suis toujours très contente. Si vous avez d'ailleurs des recommandations sur le sujet, n'hésitez absolument pas à les partager en commentaire. Ça permettra à moi et puis même à d'autres personnes de trouver des supports qui sont peut-être plus cohérents et mieux écrits. Pour ma part, j'aurais tendance à vous recommander Sous les bouclettes de Melaka, qui est un roman graphique et qui raconte la maladie qu'a vécu mon papa, qui est donc un cancer du cerveau, qui est une tumeur cérébrale maligne, incurable, malheureusement mortelle, et elle raconte le quotidien de sa mère, Gudule, durant toute sa maladie, puisqu'elle a également eu ce cancer. Je l'ai trouvé personnellement très juste, très sensible et surtout horriblement réaliste par rapport à ce que le malade et les aidants qui accompagnent peuvent vivre comme émotion et vivre comme quotidien. Donc forcément, je vous le recommande très fort. Et si vous avez tenu jusque-là, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté râler pendant aussi longtemps. Et en attendant, je vous souhaite une très belle journée ou soirée, ça dépend de quand vous verrez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Salut!